Un livre de Patrice Maire, Bresculot étant l'éditeur éminent, mais l'auteur est là et je lui passe tout de suite la parole. Alors, bonjour. Donc j'ai le plaisir de vous montrer ce livre, La Volute, remettre l'homme au cœur de l'architecture. Alors c'est la volute, ça m'est venu comme ça, c'était une séance de psychanalyse. Tout d'un coup, j'ai compris, c'est sorti de moi, j'ai compris beaucoup de choses. Il m'a fallu que je fasse vraiment un travail d'historien, parce que les livres des historiens n'apprennent pas grand-chose, notamment Chastel, qui a pourtant été un monument pendant un certain temps. Autant Freud avait remarqué des détails dans la barbe du Moïse de Michel-Ange, et grâce à ces petits détails, il avait réussi à retrouver donc l'élan qui avait pris Moïse lorsqu'il a vu les Juifs se mettre à adorer le veau d'or. Autant il n'a pas vu les volutes qui étaient à ses côtés. Donc les volutes sont restées, parce que c'était des ornements et qu'on méprise les ornements, et la volute est restée dans les oubliettes de l'histoire, et même Argan, le plus grand historien de l'art italien, ne les a pas vus. Donc la volute, c'est un peu comme en psychanalyse on parle de la représentation chargée d'affect. Je dirais que c'est plutôt les affects, la volute. C'est ce qui va orchestrer toute la modénature d'un immeuble. Et donc c'est l'élan qui part de soi et donc qui se concrétise par une représentation. On ne voit plus, il n'y a plus qu'au niveau de l'étage noble et au niveau supérieur qu'on voit des volutes. Et puis alors après c'est l'art nouveau, alors c'est le défoulement, c'est la belle époque des volutes, mais alors ça envahit tout l'immeuble, c'est les stations de métro Guimard, etc. Et puis après, bon, il va y avoir, mais alors, au même moment où on observe le paroxysme de l'art de Guimard, quoi, de l'art nouveau genre Guimard, eh bien, au même moment, on voit une espèce de réaction, et donc une hostilité. Et au même moment où on voit donc sur le boulevard Raspail de magnifiques volutes, de magnifiques modénatures de Sélaunier, qui était bien connu à l'époque, un architecte bien connu, et on voit à côté des volutes qui commencent à être stylisées avec comment dire, une face, un facial, comment dire, avec des creusés comme avec des ongles, comme les doigts d'une main, avec des triglyphes. Donc on a les prémices de l'art déco, quoi. Et donc il y a un témoin auquel j'attribue un grand rôle, parce que c'est un peu le point central du basculement. Disons que lui, il a écrit le livre, une série plutôt c'est une compilation d'écrits qui est intitulée Crime et ornement, ornement et crime. Et donc lui, il avait vraiment une haine, mais viscérale, je dirais un petit peu des ornements. Et lui qui? Adolphe Loos. Voilà, c'est bien de préciser. Adolphe Loos, oui, excusez-moi. Donc Adolphe Loos avait une crime et ornement, et il avait vraiment... C'était l'ornement en général qui était criminel pour lui, ou c'était un certain type d'ornement? Alors ça pouvait être, par exemple, tous les motifs décoratifs, comme par exemple, vous avez un cendrier, vous avez une sirène qui est au bord du cendrier, c'est amusant, bon, mais alors lui, il trouvait ça horrible.
Vous avez des assiettes décorées qui représentent une scène de chasse. Bon, ben, là aussi, c'est trouvé ça horrible. Et tout ce qui pouvait, même, alors par exemple, il y a eu un grand débat entre lui et les architectes de Vienne quand il a fait un bâtiment en face du palais des Habsbourg. Il lui reprochait de ne pas mettre de fronton justement au-dessus des fenêtres. Et donc, lui, il a dit, bon, ben moi, je n'aime pas ses sourcils. Oui, alors, c'est clair. Là, vous remarquez qu'il emploie un terme, le visage qui correspond au visage. Et les progrès grands progrès qui ont été faits dans l'architecture, ce sont quand on a pris des modèles sur l'homme. Et c'est ce qu'écrit Vitruve. Les yeux sont des fenêtres. Donc lui, il voit des sourcils. Alors voilà donc la colonne ionienne, par exemple, c'est parce que les Grecs ont pensé que c'était plus joli, les femmes sont jolies à cause de leurs cheveux. Je comprends très bien votre raisonnement sur l'évolution historique liée aux notions de classe, évidemment, de classe sociale, de biens, de richesse, etc. C'est pas seulement la façade haussmannienne, mais elle est là aussi pour montrer quelque chose du patrimoine, de la puissance, du pouvoir social, de la richesse du propriétaire de l'immeuble, de l'occupant. C'est moins le cas aujourd'hui. Et peut-être est-ce aussi ce que vous déploriez dans la disparition progressive de l'ornement que vous avez daté à peu près de la période de la Restauration. Je serais tenté de poser une question à votre éditeur, puisque lui était venu il n'y a pas si longtemps nous présenter un remarquable travail qu'il avait fait sur l'art déco, où déjà l'ornement n'est pas absent, mais a changé à cette époque-là. Je suppose que vous êtes d'accord avec votre auteur, puisque vous l'avez publié, mais qu'est-ce que vous pourriez ajouter aux explications qu'il vient de nous donner? Je veux d'abord vous dire, comme éditeur, on n'est pas toujours d'accord avec les auteurs qu'on publie. Bon, bah alors peut-être que vous allez... Parce que sinon, notre maison d'édition pourrait se réduire à une peau de chagrin, évidemment. Non, on édite des points de vue qui peuvent être contradictoires. Et ce qui était intéressant d'abord, quand il est venu me trouver, pour moi, la volute... j'avais deux images de la volute. J'avais l'image de la volute dans la chanson de Gainsbourg, Fumeur de Havane. Et la volute, c'est la fumée de la cigarette qui s'enroule. Et voilà, quelque chose d'extrêmement léger, en fait. Voilà. Et d'autre part, il y a la volute, qui est un élément de l'architecture, utilisé souvent pour soutenir les balcons, et dans la sculpture aussi. Et donc, c'était un peu... quelque chose de curieux de voir un auteur proposer au fond une réflexion sur la volute, qui est un élément d'architecture comme un autre. Et au fur et à mesure où il m'a expliqué son projet, il faut un peu de temps pour rentrer dans l'idée du livre, vous avez compris, c'est pas... Il faut... donc, j'ai compris qu'au fond, il y avait dans cette idée de la volute une sorte d'idée d'identité aussi. Voilà. Et si vous regardez les images, c'était très frappant. Hier, je voyais des images de démolition de Gaza, des immeubles de Gaza. Et bien sur ces immeubles très pauvres, en béton tout simple, les fenêtres étaient encore encadrées par des motifs. Tellement, je dirais, on a besoin... Voilà, on ne peut pas simplement, l'idée d'Adolphe de vivre dans un univers très froid, dans un univers sans relief, ça marche pour des grands intellectuels qui peuvent meubler voilà, ils ont un cerveau qui suffit pour meubler un intérieur. Ils ont du temps de cerveau disponible. Voilà, je dirais l'homme moyen, celui qui vit dans la ville et eh bien est toujours en quête d'une forme d'identité. Et Paris n'est pas Londres, Londres n'est pas Berlin, n'est pas Hambourg. Qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui donne cette identité? Alors historiquement, c'était assez facile. Je pense si on regarde le Paris haussmannien et
le Berlin de Guillaume, on voit les différences esthétiques dans les... Donc on sait qu'on est quelque part. Et si vous regardez les ensembles modernes qu'on construit autour des villes aujourd'hui, ils sont tous les mêmes. Il y a très peu de différences en réalité. Et pour des raisons qui sont souvent plus idéologiques que matérielles. Il y a quand même un élément économique Je dirais que c'est un élément économique qui est souvent faux. Quand on a fait dans les années au lendemain de la guerre, donc on a construit des zones autour des villes qui étaient des barres et des tours en fait. Alors l'argument c'était de dire oui, on va avoir une grue qui va poser le chemin de la grue et tout droit, on va poser les panneaux. Et en réalité, cet urbanisme-là était un urbanisme qui d'abord consommait beaucoup de terres agricoles de très bonne qualité. C'est un urbanisme qui plaçait des gens loin... c'est l'urbanisme des villes nouvelles. Oui, loin des villes, loin des activités, qui a créé une ségrégation dont on paye aujourd'hui les conséquences. Voilà. Et un exemple est très simple, si vous regardez, le monde européen s'est construit autour de la ville. Et la ville, c'est l'invention de l'homme. Le reste existe dans la nature. La roue, il suffit de voir des cailloux qui tournent dans une rivière, on comprend... Non, la ville, ça n'existait pas, il n'y avait pas de représentation. Vous pouvez me dire peut-être des fourmilières, mais donc c'est l'invention véritablement de l'homme avec au fond, toute une cuisine qui va se mettre en route. Une ville est divisée en quartiers, la dimension des quartiers est liée à la marche à pied. Il y a une hiérarchie dans les rues, il y a un certain nombre de perspectives. On met les monuments dans... Voilà, ça répond, comme dans la cuisine, à des règles assez simples, en fait. Voilà. Et la ville européenne était une ville où toujours vous aviez une mixité de population. Voilà. Alors, c'est difficile parce que vivre ensemble quand on n'a pas les mêmes goûts, quand on n'a pas les mêmes caractères, c'est compliqué, mais ça, c'est la qualité de la vie européenne. Tout le monde vit ensemble dans la ville. Et si vous regardez les États-Unis, c'est un pays qui s'est formé autour de gens qui fouillaient la répression religieuse et qui se sont créés en communauté. Et le monde anglo-saxon est un monde de communauté, des protestants blancs d'une classe sociale qui vivent ensemble dans leur univers. Donc c'est deux mondes extrêmement différents, le monde anglo-saxon et le monde européen. Et à travers cette recherche qui est assez étonnante, parce que tu n'es pas historien de l'art, tu n'es pas architecte, mais simplement par une passion dévorante qui l'a conduit à Florence, à Rome, et cette passion l'a amené à réfléchir sur cet élément, et de montrer, tu reprends d'une certaine manière quand l'art nouveau arrive, et avec ses courbes, et si vous regardez les grands bâtiments de l'art nouveau, ils sont conçus comme des plantes. Souvent la partie de soubassement est oblique, il grandit, et c'est comme une sorte d'arbre, les maisons de Guimard, etc. Et l'architecte Van de Velde avait appelé cet élément la ligne dynamographique. Une ligne dynamique, voilà, qui porte le bâtiment, qui l'élève, voilà, et qui rejoint au fond un peu, voilà, qui rejoint l'élan que lui a été, que Patrice a retrouvé dans ces statues dans ce Moïse dont apparemment personne n'avait jamais parlé des volutes qui sont de chaque côté, voilà. Tous les historiens ont analysé Moïse, mais pas les volutes. Et à partir de cette volute, il va bâtir donc toute une réflexion, un travail qu'on peut critiquer ou pas, ça c'est un autre problème, mais qui a quelque chose d'envoûtant. Et moi je corrigeais les épreuves de son livre à Rome, et je n'ai pas cessé de lever les yeux en regardant les volutes, en les comparant, pourquoi celle-là si large, si plate, etc. Donc c'est un livre qui vous rend un peu addict de la volute aussi. Vous allez vous promener en levant les yeux, en essayant de comprendre pourquoi cette volute a telle ou telle forme. Mais évidemment, dans l'idée de la volute est compris l'idée de l'ornement en général, voilà, dont la volute est le symbole, parce que c'était, je dirais, le plus dynamique, le plus porteur d'élan. Voilà, donc, et l'idée qui est originale du livre, c'est donc de suivre
l'histoire de la volute de Florence, de Rome et son arrivée à Paris. Et de constater, et ça c'est la thèse propre à l'auteur, de se dire qu'au fond, si cette volute aujourd'hui reprenait vie dans l'architecture, eh bien peut-être qu'on arriverait à une architecture qui soit plus liée à notre identité, à au fond une sorte de souhait de vivre ensemble dans un monde qui soit beau et durable. Voilà, donc c'est un peu cette idée qui se développe dans ce livre et qui est une idée optimiste parce que les livres ne changent pas la vie, hein, c'est comme les hirondelles, elles ne font pas le printemps. Mais à travers cette pensée rare et unique, je dirais, voilà un homme qui n'est pas un spécialiste, qui était plutôt un spécialiste des statistiques, un éminent statisticien, si on peut dire, va ainsi trouver une voie originale qui lui est propre. Et donc, sceptique au début, je dirais, à force d'explications, à force de lire son texte, j'ai compris, si vous voulez, ce qu'il était en train de bâtir. Et avec cette idée que peut-être si cet ornement, d'une manière ou d'une autre, revenait dans le monde de l'architecture, peut-être qu'il y aurait une sorte de mouvement qualitatif qui prendrait forme. Voilà. Il faut imaginer qu'il y a des métiers dans le monde qui disparaissent. On ne fait plus de marqueterie dans les meubles aujourd'hui. On restaure, mais c'est plus quelque... Donc il y a des métiers qui disparaissent. Et le métier d'architecte est un métier qui disparaît d'une certaine manière. On a coupé, si vous voulez, toute la grammaire, le vocabulaire qui faisait partie de ce monde. Bien l'architecture se réduit à des choses extrêmement pauvres, extrêmement. Ajoutez à cela que le souci climatique poussé à l'extrême va conduire à l'idée qu'il faut isoler les bâtiments de l'extérieur. Alors bonjour, hein, il n'y a plus d'ornement, il n'y a plus rien. Un bâtiment isolé à l'extérieur, c'est un bâtiment avec 10 cm de plastique sur lequel rien ne tient. À moins d'utiliser l'isolant comme justement support de l'ornement. Oh non, non, parce que l'isolant doit avoir une épaisseur constante. Il ne faut pas qu'il y ait de connexion entre extérieurs. Voilà, donc à partir et d'un autre côté, on pourrait dire que cette crainte bioclimatique conduit d'une certaine manière aussi à plus de sagesse. C'est-à-dire moins de bâtiments avec des immenses surfaces vitrées, hein, qui consomment beaucoup d'électricité l'hiver, qui sont difficiles. Voilà, donc si on en juge par la tour triangle, ça n'en prend pas le chemin. Mais la tour triangle est un projet du passé. C'est un projet qui n'a plus de raison d'être aujourd'hui. Si vous regardez ce qu'est, je dirais, la tendance écologique de l'architecture, mais ça prend beaucoup de temps. Mais on va construire de plus en plus en pierre. Parce que c'est là, il y a des carrières, on peut extraire la pierre, ça pose pas trop de problème de la mettre en œuvre. Et ça va être plus économique que le béton. À partir du moment où, en 2050, on n'aura plus le droit de construire dans des zones non construites. Voilà, on n'aura plus le droit de rendre les sols artificiels. Donc ça veut dire qu'on va rebâtir la ville sur elle-même et des villes autour de Paris, par exemple, je ne sais pas, Saint-Ouen, Aubervilliers, présentent des grandes superficies industrielles en déshérence, qui n'ont plus de lieu d'être aujourd'hui. Et donc, on va là aussi reconstruire la ville sur la ville, on va sacrifier moins de terres agricoles. Voilà. Mais l'ornement dans tout ça, l'ornement en général, puisqu'il fait débat depuis longtemps, j'ai peut-être un petit camarade qui pourra peut-être vous poser des questions plus techniquement motivées, mais là on est dans un ornement idéalisé par Patrice Maire, mais destiné à juste titre à exalter l'idée même d'ornement comme une forme d'humanisme, si j'ai bien compris. Et là, ça rejoint donc la critique que vous faites à l'urbanisme et à l'architecture en général, y compris celle des villes nouvelles. Mais indépendamment de ces aspects idéologiques, circonstanciels autour du réchauffement climatique et des choses comme ça,
de l'isolation et de l'isolement aussi, il faut bien le dire. Est-ce que on peut espérer, à défaut de volutes, qu'au moins on imagine un retour de l'ornement? Mais à quelles conditions ce serait possible? vous avez déjà plein d'exemples ici en France et un peu dans d'autres pays, beaucoup aux États-Unis, dans lesquels des projets sont conçus, des extensions de villes sont conçues sous forme de quartiers mixtes. La mixité, non pas seulement la mixité sociale, mais la mixité des activités. Voilà, il y a des exemples qui existent, mais comme tout est très lent aujourd'hui, par exemple, ces exemples-là ne sont pas appris ou développés dans les écoles d'architecture, qui sont toujours très tournées vers l'idée d'un architecte démiurge qui va changer le monde, qui va faire des bâtiments extraordinaires. Et ce qu'on a besoin, c'est pas de bâtiments extraordinaires, c'est de quartiers vivants, agréables et beaux. Et que dedans, il y a des monuments, bien sûr. Mais ça existe simplement, si vous voulez, ça a très peu de crédit dans les magazines. C'est pas enseigné dans les écoles, mais vous avez allé visiter les villes nouvelles autour du camp du parc d'attractions de Disney. Vous verrez une ville avec des places, des rues, une hiérarchie d'espaces publics, tous des endroits qu'on peut nommer. Hein, une rue, une place, une arcade, des choses que dans l'imaginaire collectif on comprend ce que c'est. Et l'urbanisme contemporain a créé, si vous voulez, des lieux sans nom, voilà, qui ne sont pas nommables. Mais c'est une évolution, mais elle est très lente. Le problème, c'est la lutte contre le temps. Aujourd'hui, les villes traditionnelles, hein, Paris, Londres, représentent 1% de la surface bâtie dans le monde. Rien. 1%. Et le reste sont des extensions un peu anarchiques ou autres. Donc, et en 50 ans, on a plus construit que dans toute l'histoire de l'humanité, si vous voulez. Donc, on est confronté avec une force de destruction extrêmement forte. Quand je prends un exemple, quand les Américains entrent en guerre dans la Seconde Guerre mondiale, ils prévoient comment ils vont récupérer les billes, on ne va pas entrer dans la guerre comme ça, et comment ils vont envahir l'Europe pacifiquement avec leurs produits, le Coca-Cola, les frigidaires, les automobiles. Et on va, par exemple, ils vont choisir le port par où tout ça va arriver. Tout va arriver par le port d'Anvers, parce qu'à leurs yeux, la Belgique est déjà le pays où on vit, où déjà la vie américaine est déjà là, où les gens vivent dans des maisons, pas dans des immeubles, voilà. Et voilà, et tout ça va conduire, si vous voulez, à un changement de société. On va faire des grandes machines pour faire des autoroutes. Voilà. Et voilà, quand ces machines sont lancées, c'est comme les grands navires, c'est difficile de les faire bouger, si vous voulez. Voilà. Mais inévitablement, pas à cause de livres ou pas à cause de théories, les choses vont changer simplement maintenant, tout simplement, je dis pour des raisons écologiques. Tout simplement, voilà, on va, si vous regardez parmi un livre, vous avez ici sûrement, il y a eu un grand livre sur l'architecture en terre, qui pensait qu'on allait aujourd'hui promouvoir l'architecture en terre, ou l'architecture avec du chanvre, l'architecture en pierre, ouais. J'ai vu passer ça. Voilà, donc les temps changent, si vous voulez. On n'en parle plus trop quand même de ça. Hein. Il y a des quartiers entiers près de Lyon qui se construisent en terre, oui, voilà. On vient de construire une maison à Paris en terre qui est magnifique, avec des murs extrêmement épais, donc c'est très bon pour l'écologie, là. Et non, ça va prendre beaucoup de temps, voilà. Le tout, c'est de voir si on arrivera à changer avant la fin du monde. Ah. Voilà, c'est ça aussi, hein, voilà, le délai, quel délai on a pour changer. Il y a peut-être des questions, des commentaires des questions, dans le public. Poser des questions à l'auteur. Hein. Moi, j'en avais d'autres éventuellement, mais non, personne. Il y a pourtant des gens directement concernés par vos commentaires sur la manière dont, y compris, l'architecture est enseignée aujourd'hui. Je ne sais pas s'ils sont entièrement d'accord avec ce que vous avez dit, mais à titre personnel, je suis tout à fait séduit par évidemment
l'élan donné, le momentum, comme disent les anglo-saxons, à ce projet de réorner nos lieux de vie, pas seulement nos façades d'immeubles, en s'inspirant du très beau travail de Patrice Maire. Je suis quand même assez sceptique, hein, y compris parce que je ne vois pas trop, y compris dans ce qu'on peut observer en se déplaçant un petit peu dans Paris, en France ou dans le monde. J'ai un petit peu voyagé, notamment aux États-Unis que je connais très bien. Je ne vois pas trop une évolution dans le sens que vous évoquez. J'ai plutôt vu, c'est assez accablant, celle qu'évoquait Patrice Maire, et très au-delà, évidemment, non seulement de la période de Michel-Ange, très au-delà même de celle de Haussmann, puisqu'on en vient à essayer de conserver ce Paris haussmannien par comparaison à ce qui est proposé par ailleurs. Alors, moi, je ne suis pas aussi pessimiste quant à la possibilité ou au désir de vivre dans une ville où la volute reprendrait ses droits. Je pense par exemple à Saclay. Pourquoi le maire de Saclay a décidé à un moment donné de remettre de la pierre de taille, donc sculptée. Ou plutôt, pourquoi il a commencé à revenir donc à un style néoclassique et ça plaît beaucoup aux habitants. Donc au Plessis-Robinson, il y a des habitants qui apprécient, et la ville de Plessis-Robinson est cotée aujourd'hui. Donc on pourrait imaginer que par plaisir, par goût, et aussi à condition que le maire de la commune donc fixe des règles, des obligations donc d'architecture. C'est dans le plan d'urbanisme, il peut y avoir des choses concernant la hauteur des étages, la forme des toits, etc. Donc ça, pour moi, ça c'est quand même dans le domaine du possible, mais à condition que c'est le soutien des personnes qui habitent. Mais pour moi, c'est quand même plus possible qu'on ne le croit. Mais vous avez évoqué le maire de Saclay, son rapport avec ses électeurs, oui, les habitants, oui. Sans entrer dans les polémiques de quartier que vous connaissez comme moi, nombreuses et variées. Il y a un aspect donc politique dans cette affaire, au-delà même de celui que vous avez évoqué à propos des rapports de classe qui ont évolué au fil des époques, y compris avec le passage de l'Ancien Régime à la bourgeoisie républicaine. Le rapport des politiques semble moins déterminé par ce genre de préoccupation que par des considérations malgré tout économiques, et on les voit pas trop sociales parfois, certes, mais je n'en vois aucun évoquer le type de motivation que vous évoquez à propos de Saclay, qui d'ailleurs est une ville un peu particulière, puisque c'est une ville qui est devenue assez universitaire, de scientifiques, etc., avec donc une population un petit peu, non pas triée sur le volet, mais assez différente de la moyenne des banlieues parisiennes, pour parler vulgairement. Est-ce que vous croyez que l'orientation plus générale, qui est celle du pouvoir politique, quelles que soient ses orientations idéologiques, pourrait s'intéresser à ça ou y trouver une motivation qui l'amènerait à orienter différemment ce que vous avez évoqué, c'est-à-dire y compris les plans d'urbanisme, etc., et les réglementations. Alors, moi j'ai deux réponses. Le maire du Plessis-Robinson s'est félicité de ce que, au fur et à mesure que s'étendaient donc ces bâtiments qui imitaient l'ancien. Par contre, c'était encore du béton. On a un bel exemple ici avec oui. Le travail de Beaufil il y a quelques décennies.
Alors, disons que c'est pas du beau fil, mais simplement donc c'est donc une image donc d'un peu néoclassique, donc un peu proche de l'ancien. Bon, ça passe, ça passe pas forcément bien parce qu'on sent quand même que c'est un peu mais ce style-là, excusez-moi, juste je l'insiste, oui. c'est qui est à l'origine de la notion de postmodernité, par référence à un classicisme reproduit, etc. C'était en plein à la mode, on va dire, en vogue, y compris, je pense, dans les écoles d'architecture, puisqu'en réalité, ça vient du milieu de la critique architecturale, le postmoderne. C'était tout à fait en vogue à la fin des années 60, pendant les années 70. Et c'est un petit peu ça, enfin j'ai peut-être mal compris ce que vous évoquez, mais c'est un petit peu ça que vous sollicitez là. Attendez, je ne suis pas vraiment un grand connaisseur donc, de ce qu'est le postmodernisme. Tout ce que je puis dire simplement, c'est que donc, le maire du Plessis-Robinson, sur le plan économique, a retrouvé l'argent, son investissement, parce que le prix du mètre carré s'est valorisé au Plessis-Robinson. Et puis, deuxième chose, je pense qu'on n'a pas du tout intérêt à déclasser la ville de Paris, parce que la beauté de Paris est un atout pour le futur. Qu'est-ce que vous appelez déclassé ? Déclassé, quand Anne Hidalgo a l'intention de modifier le gabarit des toits parisiens. Donc elle veut, remplacer, ou plutôt surélever de 3 mètres la base de l'arc de cercle haussmannien sans toucher au plafond des hauteurs. Donc ça veut dire qu'il va y avoir des immeubles qui vont dépasser de 3 mètres le gabarit des immeubles haussmanniens qui sont au plafond. Et donc ça va faire en sorte que l'arc de cercle haussmannien va être rapproché de la voie. Et donc ils vont apparaître plus grands que les immeubles haussmanniens. Donc ça, c'est une manière de déclasser le paysage parisien. Surtout déclassé au sens de classicisme, qui est à déclassé de la notion de classicisme. Non, disons que c'est plutôt dans le sens de caractère, donc détériorer quelque chose qui est considéré comme un peu un monument historique. Donc, c'est dans l'esprit d'un classement des toits de Paris au patrimoine immatériel de l'UNESCO. C'est pour se déclasser par rapport à ce côté culturel. Donc on a tendance à ne pas penser qu'on déclasse, mais on a tendance à penser qu'on peut mettre tout n'importe où, mais c'est une erreur. C'est une erreur, et l'UNESCO reste encore sur le principe de déclasser. Peut-être qu'un jour, si à force que Anne Hidalgo fasse n'importe quoi sur les bords de Seine, l'UNESCO, on arrivera à déclasser les bords de Seine. Oui. Alors, je vais peut-être conclure, encore une fois, sauf s'il y a d'autres questions, par une question coutumière chez nous. Oui. Mais alors, que faire ? Alors, oui, c'est une blague, évidemment. Je ne vais pas demander de nous faire toute une proposition sur la manière dont on va conduire dans les décennies à venir la stratégie et l'urbanisme parisien, mais est-ce qu'il y a quand même au moins un vœu que vous pouvez formuler ? S'il y a un vœu, que je pense qu'il faudrait qu'on trouve un endroit dans Paris où au lieu de réhabiliter des espèces de passoires thermiques, qui ne sont passoires thermiques sonores où il y a des infiltrations d'eau, on ferait bien mieux de tout raser et de reconstruire donc quelque chose de beau à la place. C'est effectivement reconstruire un beau Paris, ça devrait être une ambition pour nos élus. Oui. Mais où vont-ils commencer alors ? Moi, par exemple, j'ai toujours pensé qu'à la Porte de Vanves, au lieu de retaper les bâtiments de la Porte de Vanves, on ferait mieux de les... Oui, mais ça, ce ne sont pas des bâtiments haussmanniens ou anciens, ça ne relève pas du patrimoine parisien, c'est des bâtiments assez récents. Oui, ce sont des bâtiments, comme je vous dis,
n'ont pas d'isolation thermique, ils sont très, très mal sur le plan de la sonorité, ils résonnent comme des tambours. Donc, et puis, ils sont disposés avec de grands espaces donc interstitiels. Alors, au lieu de bourrer n'importe comment ces espaces interstitiels, comme l'intention de le faire comme la ville, eh bien, ce serait beaucoup mieux de tout raser et reconstruire. Un beau Paris à la place. Mais à quel prix payé par qui? Disons que si on fait ça, on peut, à la porte devant, on peut augmenter la densité. On peut augmenter la densité. Attention, vous savez ce que ça veut dire augmenter la densité dans le quartier. Hein. Vous avez participé à une vidéo il y a quelques années, on a réussi à s'épargner le genre de densification que nous promettait l'administration de l'hôtel de ville et Karine Petit, Hidalgo au premier chef. C'était tellement absurde que la simple diffusion de la vidéo a bloqué ce projet qui avait pourtant son permis de construire. Autre problème, et c'était un petit peu ce qui était derrière la question de notre ami, c'est qu'on sait ce que ça donne quand ils rasent tout pour reconstruire à neuf. Ils virent les classes populaires de Paris. Il n'en reste plus beaucoup, vous me direz. Mais effectivement, or, ça concerne les logements sociaux, ce que vous évoquez la plupart du temps. Et en général, c'est pour les remplacer par des catégories sociales. Là, on peut parler de classe, mais dans un autre sens. Il faut faire ça en respectant effectivement les logements sociaux. Mais donc si on construit plus de mètres carrés, il peut y avoir donc des nouveaux arrivants aussi. Donc on pourrait imaginer donc un dessin de ville différent et avec où on pourrait mettre des volutes en façade. Voilà. Puisque, bien que, contrairement à ce que vous avez annoncé, je suis tout à fait prêt à vous croire, je ne suis pas sûr, d'ailleurs c'était un peu ce que suggérait également Monsieur Culot, qu'on ait tous les artisans qui soient en mesure de faire ça, et surtout en rapport avec les budgets qui sont alloués à ce type d'opération de refondation de notre urbanisme humain. Oui, mais enfin, disons que le coût de construction aujourd'hui est de l'ordre de, je sais pas si, donc c'est de l'ordre de 3 000 euros le mètre carré au maximum. Hein. C'est beaucoup ça. Même pas, donc même pas. C'est 2500 euros. Voilà, donc 2500 euros, et donc les appartements se vendent à 10 000 euros le mètre carré dans les beaux quartiers. Mais là, ça peut devenir justement un beau quartier en plus. Hein, donc, Oui, mais encore une fois, là, nous parlons, je reprends l'exemple que vous avez donné, oui. Port de Vente, de logements sociaux. Oui. Donc on n'est plus du tout dans cette perspective économique, sociale et autres, et de budget de construction. Disons que on peut quand même, on pourrait quand même trouver des mètres carrés supplémentaires, parce que quand on regarde bien, les espaces libres me paraissent considérables, quoi. Et c'est une toute dernière question, simplement pour essayer de rêver en lisant votre livre à autre chose. Est-ce que ça a un rapport, ce que vous évoquez, parce qu'il y a une réponse qui a été apportée, c'est ce qu'ils ont appelé le Grand Paris. Alors, qui est en rapport direct à la fois avec ce qu'a évoqué Maurice Culot et le que faire, la réponse que vous apportez au que faire. Ça n'en prend pas non plus du tout le chemin. Pour moi, le Grand Paris se fait de façon beaucoup trop lente. Et déjà, il y a beaucoup de personnes des classes moyennes qui vont à Malakoff. Et on sent que Malakoff est en train de vivre beaucoup plus que... Il y a beaucoup plus d'animation qu'à Montparnasse. Le risque donc à laisser traîner trop lentement ce Grand Paris, c'est que les pôles qu'on devait mettre autour des gares soient déjà en train de se faire aux portes de Paris. Il aurait fallu, parce que on a déjà beaucoup construit aux portes de Paris, il aurait fallu que ce Grand Paris Express avance beaucoup plus vite. Voilà. Pour créer des pôles, effectivement, des pôles d'activité. Et avec quelques volutes, y compris dans le décor des gares, qui en sont assez dépourvus. Je
Je comprends que peut-être vous soyez sceptique sur les changements, mais en fait, il y en a énormément. Par exemple, le logement social. Après la guerre, on a construit ce qu'on appelait des cités, c'est-à-dire c'était des bars et des tours uniquement affectés au logement social. Aujourd'hui, moi comme architecte, je construis des bâtiments. Eh bien, dans nos bâtiments résidentiels, il y a toujours 25% de logement social dans le même bâtiment. On ne voit pas la différence du social et de l'accession. Ou sinon, le social, on le montre du doigt. Tiens, ils habitent là dans la cité, cela. Et après, le bailleur, le propriétaire, le promoteur de ce type de bâtiment est forcément, au minimum, une entreprise mixte. Non, parce ça peut être vendu, c'est un bailleur social, Et donc ça, c'est un grand changement. Le social, si vous voulez, disparaît. Voilà, il disparaît dans l'univers de la ville. On ne peut plus le. Voilà, ça, c'est un grand progrès, je dirais. Voilà, donc. Vous voyez, les choses changent, mais ça prend beaucoup de temps. Mais ça change. Le logement social qui disparaît, c'est pas forcément un souhait de tout le monde, en particulier ce qu'on appelle les économiquement faibles jadis. Non, ça transforme la société. Il devient invisible. J'ai bien compris qu'il y avait peut-être une confusion possible avec ce que vous venez de dire. Donc il devient invisible. On ne le voit plus, on ne le montre plus du doigt. Voilà, c'est un peu lent. Là, je suis d'accord avec vous que c'est pas très rapide, parce que c'est des enjeux économiques très importants. C'est pas tellement, vous savez, des artisans, des sculpteurs, on les trouve dès que vous les cherchez, vous les trouvez, c'est pas un problème. Et qu'il y a un marché déjà. C'est un marché. Mais, je veux dire, en face de ça, vous avez des grandes machines qui ne bougent pas facilement. Voilà, c'est tout. Ouais. Mais moi, je suis beaucoup plus optimiste que vous, quand même. Hein. Ah ben, tant mieux. Parce que on va peut-être conclure donc, de manière positive, donc en espérant que la volute va toucher, au moins la queue de la volute, si j'ose dire, ou en tout cas va effleurer la conscience ou même le subconscient de nos pouvoirs publics, et que tous ces moyens qui sont à leur disposition, que vous avez évoqués, vont être enfin sollicités. Voilà, c'est une conclusion magnifique. Moi, je pense que avec ce livre, un architecte peut trouver des idées à partir du moment où la pierre de taille est utilisée. Il peut trouver des idées pour rendre la physionomie d'un immeuble beaucoup plus humaine, beaucoup plus chacun se sente bien dans son cosmos en regardant cet immeuble. Eh bien, je pense que nous le souhaitons tous. Merci et bravo en tout cas. Merci, bravo à l'école.